Et donc je vais passer tout de suite la parole à Adrien Cascarino, qui a un master de recherche et qui va nous parler des avatars du corps augmenté dans le jeu vidéo. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'abord au colloque Culture Psy P7 pour avoir organisé cet événement. Donc je vais vous parler des avatars du corps augmenté dans le jeu vidéo. Alors peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle par corps augmenté? Donc les corps augmentés, ce sont des corps qui ont subi des modifications pour augmenter les capacités. Donc ça peut être par exemple tout ce qui est des greffes d'implants, des prothèses, avoir des oreilles d'elfe, ou des choses comme ça. Voilà, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Donc l'imaginaire du corps augmenté n'est pas nouveau. Typiquement Robocop, c'est un super policier. Wolverine, c'est un mutant qui a des griffes d'adamantium. La différence, c'est que actuellement, ça devient possible, ou en tout cas réalisable, ou en tout cas beaucoup plus envisageable qu'auparavant. Et du coup, les discours actuels sur les corps augmentés sont souvent critiqués, notamment par la psychanalyse, comme des discours qui basculeraient du côté de l'hubris, de la démesure où tout serait possible, avec l'idée qu'on accéderait à une sorte de paradis illusoire où l'homme saurait enfin délivrer des contraintes terrestres. Et du coup, l'objectif de ma communication aujourd'hui, c'est de montrer que dans au moins 2 jeux vidéo qui sont récents et massivement diffusés, qui sont The Witcher 3 et Deus Ex, dont je parlerai un peu plus tard, la représentation du corps augmenté est bien plus ambivalente que ce qui s'en dit, et se rapproche beaucoup plus du corps pulsionnel et étrangement inquiétant de la psychanalyse que du corps machine, maîtrisé et tout-puissant de la médecine. Alors du coup, je vais vous présenter rapidement les 2 jeux vidéo, donc The Witcher 3 et Deus Ex, que j'ai choisis parce que c'est les 2 seuls jeux vidéo de rôle actuels dans lesquels l'avatar s'améliore seulement par des modifications corporelles. C'est-à-dire que l'avatar que utilise le joueur, quand il gagne des niveaux, il change son corps. Et c'est comme ça qu'on progresse dans le jeu vidéo, c'est en changeant le corps. Alors The Witcher 3, c'est un jeu qui a été vendu à plus de 10 millions qui est sorti en 2015, qui a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. C'est un 3e opus d'une série qui a commencé en 2007, qui est basée sur un monde qui est écrit par Andrzej Sapkowski, qui est un Polonais, qui a écrit 5 livres de 94 à 99. Et du coup, c'est un monde qu'on appelle médiéval fantastique, c'est-à-dire que ça se passe à peu près dans un environnement moyenâgeux, avec en plus des monstres qui, dans le cas de The Witcher, viennent d'un autre univers. Donc des vampires, des dragons, des trolls, des ogres, enfin voilà, c'est le monde un peu de Tolkien qu'on retrouve dans un certain nombre d'univers. Et donc quand on monte de niveau, parce que c'est un jeu de rôle, donc au fur et à mesure vous montez de niveau, on peut augmenter son corps en faisant des mutations génétiques. Parce qu'on incarne quelqu'un qui a eu de nombreuses mutations génétiques, et du coup qui a des capacités, qui peut voir dans le noir, qui est plus fort, plus rapide, etc. Et donc quand on augmente, on peut faire de nouvelles mutations. Voilà pour The Witcher 3. Deus Ex, alors je vais parler de Deus Ex Mankind Divided, qui est sorti en 2016, qui a été vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. C'est aussi une série. Mankind Divided, c'est le 5e. Juste avant, il y a eu Human Revolution, qui joue avec le même personnage dans le même univers, enfin avec exactement le même personnage. Et la série a commencé en 2000, donc voilà, c'est assez récent. Le monde est donc dans Mankind Divided et Human Revolution. C'est une sorte de dystopie. Donc c'est dans un futur proche dans lequel il y a déjà beaucoup d'humains augmentés, donc qui ont des jambes mécaniques ou des bras mécaniques, qui peuvent se connecter directement au réseau. Et il y a du coup beaucoup de tensions entre les humains normaux et les humains augmentés. Et nous, on joue un humain augmenté, et de la même manière, quand on augmente de niveau, on peut avoir de nouveaux implants, on peut améliorer les implants existants. Alors, je vais maintenant vous parler de la manière dont les 2 héros de ces jeux vidéo, donc c'est Geralt de Rivia, que j'appellerai Geralt dans The Witcher 3, et Adam Jensen dans Deus Ex, donc la manière dont ils obtiennent ces corps qui sont du coup des corps transhumains ou des corps augmentés.
Geralt, donc son corps muté, il l'obtient après une série d'épreuves où il doit ingérer des potions et faire des épreuves initiatiques qui lui permettent d'accéder en ingérant des potions à base d'herbes qui lui permettent d'accéder à ce corps. Ce sont des rituels très risqués puisque dans cet univers, seulement 4 personnes sur 10 survivent à ces ingestions de potions. Donc on est assez proche des rituels de mort-renaissance des sociétés dites traditionnelles qu'on retrouve dans les écrits, qui sont décrits notamment dans les écrits de Mircea Eliade. Et dans le cas d'Adam, son corps, ses implants lui sont greffés juste après qu'il ait failli mourir. Et en fait, du coup, la seule manière qu'il a de survivre, c'est qu'on lui greffe l'ensemble de ses implants. Donc les corps d'Adam et de Geralt, sur le fil entre humanité et transhumanité, c'est des corps de renaissance, qui sont créés après une expérience où ils ont frôlé la mort, et une expérience durant laquelle ils ont été marqués par l'autre, c'est-à-dire la personne qui a fabriqué les potions ou le chirurgien, pour leur permettre de survivre. Donc ces transformations, elles ont été effectuées par un autre, inconnu, parce qu'on ne saura jamais vraiment qui a modifié le corps, c'est des gens qu'on ne rencontre pas dans le jeu, et on ne sait jamais exactement ce qu'ils ont fait, donc on ne connaît jamais totalement les potentialités de ces nouveaux corps. Et au fur et à mesure du jeu, on découvre de nouvelles possibilités d'amélioration, de nouvelles manières d'utiliser les mutations ou les implants. Et la maîtrise de ces corps nous échappe ainsi régulièrement. Alors là, je vais faire ce qu'on appelle un spoil dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que je vais révéler la fin de Deus Ex, donc je m'excuse par avance, de Human Revolution, voilà. Et du coup, dans la fin de Deus Ex Human Revolution, tous les personnages augmentés sont pris de frénésie meurtrière et commencent à tuer tous les gens qui sont autour d'eux. Parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de leur corps qui avait été implanté dont ils n'étaient pas au courant. Et notamment aussi quand on doit tuer certains personnages, si on connaît le mot de code, on peut les tuer simplement en disant ce mot-là, parce qu'ils ont un kill switch à l'intérieur d'eux. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a des choses qui échappent au corps des personnes qui ont des corps augmentés. Donc l'archétype d'un corps machine-outil transparaît fortement aussi dans ces deux jeux, puisque Geralt et Adam ne manifestent que très peu d'émotions du fait de leur modification corporelle. Et ça rappelle un peu donc, les corps que j'ai évoqués au début, celui de Robocop et de Wolverine. Et du coup, les deux corps de Robocop et Wolverine, ils ont été créés uniquement pour leur efficacité, et ils sont souvent aliénés au service d'un créateur qui les considérait comme des objets particulièrement utiles. C'est-à-dire que Robocop a été créé par quelqu'un qui devient le méchant du film et qui le crée pour qu'il soit un policier particulièrement performant, et Wolverine c'est une machine de guerre au service de l'armée. Et dans le cas de Robocop et Wolverine, dans ce modèle du corps outil, créé par un autre plutôt malveillant, le héros doit s'affranchir de son créateur pour enfin devenir humain. Et du coup, le degré d'humanité du héros est proportionnel à son degré d'autocontrôle, c'est-à-dire c'est en récupérant le contrôle sur son corps et en s'affranchissant de son créateur qu'il accède réellement à l'humanité. Dans le cas de Geralt et Adam, il y a un pas de côté vis-à-vis de ce modèle parce que la marque de l'autre, elle est vraiment considérée comme irrémédiable. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et le créateur, ici, il est plutôt inconnu que malveillant. Les personnes qui ont créé ces nouveaux corps augmentés, c'est pas des gens méchants, c'est juste qu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait. Et donc, par exemple, dans la quête de Geralt, on tombe sur un père dont le fils est devenu aussi Witcher, donc qui a aussi un corps muté. Et ce père veut absolument démarquer son fils et lui rendre son humanité première. Et en fait, le père finit par tuer son fils parce que c'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'il fait des expériences et des expériences ratent et le fils meurt parce que les mutations sont irrémédiables en quelque sorte. Il n'y a pas de contrôle absolu possible. Donc la marque de l'autre sur les corps de Geralt et Adam, elle ainsi ce qui les fait vivre et les rend puissants, mais aussi ce qui les empêchera de jamais se croire entièrement maîtres de leur corps. Ainsi, l'autre, à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est à la fois ce qui leur permet de rester vivants, c'est ce qui leur permet de ne pas mourir, mais c'est aussi ce qui les dépasse, et ce qui leur restera toujours profondément étranger. Il me semble ainsi que les corps mis en scène de Geralt et d'Adam évoquent le corps pulsionnel de la psychanalyse, et son corps étranger interne, et font ainsi un pas de côté, hors du terrain miné et dichotomique, qui oppose d'un côté le corps machine-outil puissant et objectivé de la médecine, et de l'autre, le corps animé, subjectif, véritable et mortel de la phénoménologie.
Leur corps technologisé leur permet de dépasser certaines limites, du coup de dépasser le corps humain, tout en restant fondamentalement inscrit par l'autre, donc en leur échappant aussi. Alors, ce hiatus qui existe entre Geralt et Adam et leur corps étrangement inquiétant, il se retrouve par ailleurs dans les mécanismes de jeu entre le joueur et l'avatar. Donc dans ce cas, Geralt ou Adam. C'est-à-dire que dans The Witcher et Deus Ex, les jeux ne laissent pas la possibilité au joueur de choisir son avatar. L'avatar, il est imposé d'emblée et il possède une histoire, un passé, un caractère prédéfini, indépendamment du joueur et au début inconnu de ce dernier. Il y a certains jeux de rôle dans lesquels vous pouvez créer votre personnage de A à Z comme vous voulez. Ici, le personnage que vous incarnez, c'est Geralt de Rivia et Adam Jensen. Et c'est des gens qui ont une histoire et qui existent, fictionnellement, indépendamment du joueur. Et du coup, cette marque des développeurs, elle ne sera jamais entièrement épuisée pendant le jeu, et le joueur découvrira régulièrement que son avatar a effectué telle ou telle action avant le début du jeu, ou entre deux opus. L'avatar que le joueur contrôle lui reste ainsi toujours en partie étranger aussi, et effectuera parfois des actions en totale contradiction avec la volonté du joueur. Il y a par exemple Adam Jensen, qui je refais un spoil, excusez-moi, qui pendant le jeu, à un moment, refuse de tuer la personne qu'on poursuit depuis le début du jeu, et du coup rend impossible la réalisation de la quête principale, originaire. Et donc les corps d'Adam et de Geralt sont ainsi des corps sur la tangente, qui sont capables de prouesses surhumaines, et qui échappent irrémédiablement au contrôle de ceux qui les habitent, que ce soit le joueur ou l'avatar. Alors cette position tangentielle, elle est redoublée d'une inscription sociale. C'est-à-dire que Geralt et Adam, c'est tout autant des objets de rejet et de fascination dans la société dans laquelle ils évoluent. Ils sont désignés comme des forces puissantes, mais peu intégrées au corps social. Donc, par exemple, Geralt, il va être traité de mutant. Donc, quand vous jouez le jeu, votre avatar est traité de mutant par tous les gens que vous croisez, et par des gens ne veulent pas vous parler. Et c'est pareil pour le cas d'Adam, où les personnes qui ont des corps augmentés, du coup, après avoir été pris de frénésie meurtrière, sont vraiment mis de côté par la société. Il y a un apartheid assez fort qui existe, et vous êtes extrêmement mal vus. Et du coup, ils sont vus, Geralt et Adam, comme capables de participer à la sauvegarde du monde dans lequel ils évoluent, comme à sa destruction. Et donc cette intégration ambiguë au sein de la société humaine, elle s'explique en partie aussi par les contacts réguliers qu'entretiennent Geralt et Adam avec les transhumains, donc les monstres pour Geralt, le meilleur ami de Geralt étant un vampire par exemple, et les humains augmentés pour Adam, qui va lui se lier d'amitié des fois avec des intelligences artificielles. Et en même temps, Adam et Geralt, c'est les seuls, et c'est ce qu'on fait dans le jeu vidéo, c'est les seuls à même de lutter contre ces transhumains, lorsque ces derniers veulent ravager l'humanité et imposer leur domination. Donc en fait, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on lutte contre les transhumains qui voudraient rayer de la carte l'humanité. Et en même temps, on est amis avec d'autres transhumains, donc il y a vraiment une position assez ambiguë. Et donc, sans procéder à une identité trop arbitraire entre des concepts métapsychologiques et un univers de jeux vidéo, je propose néanmoins de considérer que les positions sociales de Geralt et d'Adam, de les considérer comme des sortes de gardiens pulsionnels, qui ne seraient pas assimilables à une simple utopique, mais en tout cas des personnes qui militeraient pour l'intégration d'éléments pulsionnels transhumains, c'est-à-dire qui échappent aux règles et aux formes établies de l'organisme social. C'est-à-dire que Geralt et Adam essaient de faire en sorte que les transhumains deviennent intégrés à la société humaine, alors que les monstres, comme les humains augmentés, sont vraiment plutôt rejetés dans les mondes dans lesquels on évolue. Et dans le même mouvement, ils vont aussi protéger l'organisme social en refusant à d'autres éléments pulsionnels trop dangereux ou qui voudraient trop imposer leur hégémonie. Et donc ils vont refuser l'entrée dans le corps social à ces éléments pulsionnels. Ils vont leur refuser l'entrée dans l'organisme social et dans le corps social. Et du coup, il ne s'agit pas pour Geralt et Adam de célébrer le corps augmenté, mais de constater qu'il existe et que les humains augmentés dans les mondes dans lesquels ils évoluent existent, et à partir de là, de trouver des moyens de faire coexister les êtres humains et les êtres transhumains, sans privilégier un mode d'être sur l'autre. Traçant un parallèle assez approximé, je dirais que le rôle du psychanalyste n'est pas de célébrer la pulsion, mais de constater son existence, et à partir de là, de trouver des moyens de la faire coexister avec le reste des forces de l'individu, ou du corps social.
Donc, le corps augmenté dans ces deux jeux vidéo n'est donc pas un corps divin et idéalisé, affranchi de la mort et de toute contrainte, mais c'est un corps fabriqué par un autre inconnu, un corps à apprivoiser ou à expérimenter, un corps qui se rapproche du corps inconscient de la psychanalyse, dont l'exploration ouvre les possibilités, mais qui nous restera toujours en partie inconnue. Et c'est une représentation qui semble avoir du succès, vu la réussite commerciale de ces jeux vidéo. Il s'agit aussi du coup d'un corps qui évoque la pulsion qui pousse et qui fait bouger notre corps mais aussi nos sociétés en demandant intégration. Donc si l'absence de régulation de ces corps aurait des conséquences catastrophiques sur le corps social, tout aussi catastrophiques sur le corps social qu'une pulsion qui serait libérée de toute contrainte sur l'individu, le rejet massif ou la méfiance exacerbée vis-à-vis des corps augmentés s'apparente à un processus de refoulement massif dont les conséquences peuvent être tout aussi désastreuses. C'est-à-dire que accepter les corps augmentés et considérer que c'est absolument génial et qu'il ne faut pas du tout les réguler, c'est comme accepter la pulsion et se considérer qu'on pourrait tout faire. Le refuser de manière massive serait comme imposer un refoulement massif à la pulsion dans le corps de l'individu. Et du coup, une approche psychanalytique devrait, à mon sens, questionner non pas seulement les discours exaltés célébrant les corps augmentés, mais aussi ceux qui les condamnent en abordant avec une méfiance toujours renouvelée ces nouvelles possibilités corporelles. Il serait intéressant de comprendre aussi les formations réactionnelles qui apparaissent et qui critiquent de manière automatique toutes les nouvelles modifications corporelles de nos sociétés. Voilà. Bon, ben, je vous remercie pour votre présentation, qui de nouveau nous ramène encore vécu comme étrangère, comme un inquiétant étrangère, tu parles, parce que le corps nous appartient, en même temps il ne nous appartient pas. Et en même temps, il y a toujours cette question que vous questionnez aussi de l'angoisse de mort, justement, et que vous parlez de fantasme d'immortalité. Mais pour moi, enfin, de ce que vous décrivez, c'est un peu comme si les jeux viennent essayer de rémaîtriser quelque chose de cette angoisse de mort, mais qu'avant, peut-être dans d'autres sociétés, c'était prise en charge autrement, surtout par rapport à la religion, qui prenait justement l'angoisse de mort plus par la question de l'âme, l'immortalité de l'âme, qu'aujourd'hui on l'interroge plus par rapport à l'immortalité justement du corps, à travers les recherches qui se font en médecine, par rapport à tout ce qui est aussi toutes les manières dont on interroge la médecine sur tout un tas de maladies somatiques, ou même la cryptomologie, ou je ne sais pas comment on dit, quand on a envie de... Voilà, donc c'est tout un tas de questions. Donc est-ce que finalement, c'est pas aussi dans cet aspect social que ces jeux vidéo s'inscrivent comme une manière de maîtriser quelque chose, justement, d'une part de l'angoisse de mort, que finalement on a tous ces fantasmes d'immortalité, on cherche tous depuis l'Antiquité un élixir de jeunesse qui sera qu'on ne soit pas mortel en quelque sorte, et de notre part, voilà, quelque chose du corps aussi augmenté de toutes ces transformations, parce que quand on travaille justement à l'hôpital, dans les chirurgies de reconstruction, on le voit que la psyché, malgré une reconstruction désirée, la psyché elle a toujours du mal ça ne se fait pas tout de suite, cette réappropriation du corps transformé, même si elle était désirée consciemment par le sujet. Alors sur la question de la mort, oui, de manière générale, dans les jeux vidéo, l'intérêt c'est quand vous mourrez, vous pouvez recommencer. En fait, alors c'est intéressant quand même de voir que sur un certain nombre de jeux de rôle, il y a des modes qui se débloquent au fur et à mesure que vous progressez, et qu'il y a notamment souvent des modes où quand vous mourrez, c'est fini. Alors, vous ne recommencez pas, et que du coup, mais qu'on ne commence pas par ça, donc on s'habitue d'abord, on se rassure, puis une fois qu'on est assez rassuré, on peut tenter de faire le jeu, quand on meurt c'est fini. Et sur la question de l'angoisse de mort et de la manière dont elle est gérée par nos sociétés, c'est du coup Mircea Eliade qui parle de l'initiation et qui explique que justement tous ces processus de mort-renaissance, c'est une manière de donner une valeur positive à la mort. De dire en fait, quand on meurt pas vraiment, on accède à un autre mode d'existence. Et j'ai l'impression, et du coup on retrouve dans la religion chrétienne, mais qui existe depuis bien avant, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans cette idée de corps augmenté, en tout cas dans ces jeux vidéo, où en effet, quand les gens meurent, en fait, s'ils meurent pas, ils accèdent à un autre corps qui est un corps augmenté.
mais qui est aussi un corps qui n'est pas un corps immortel et qui n'est pas un corps parfait non plus, quoi. Voilà. Oui, parce qu'on peut ajouter aussi que pour Freud, l'angoisse de mort, elle se rattache chez le névrosé à l'angoisse de castration. Et que du coup, on peut se poser aussi la question, qu'est-ce qui se passe dans la psychose, où il n'a pas cette angoisse de castration, il a plus des angoisses d'effondrement, de vécu de catastrophique de fin de monde. Donc qu'est-ce qui se passe chez le sujet psychotique vis-à-vis de cette angoisse de mort qui peut paraître par moments comme pas des simples fantasmes peut-être d'immortalité, mais quelque chose de très délirant dans les vécus du corps et tout ça. Donc voilà. Ouais, le seul sur la question de l'angoisse de mort, du coup, par rapport au corps augmenté, donc c'est lié au transhumanisme, il y a un des courants qui s'appelle la singularité et qui parle d'une potentielle immortalité qui arriverait au moment où les nanomachines pourraient se reproduire elles-mêmes, et du coup, ce sera en 2052 d'après la théorie de la singularité. Et c'est une théorie qui est véhiculée par des gens qui sont allés à MIT, enfin, qui ont aussi un bagage scientifique assez important. Et du coup, l'impression que j'ai, c'est que les discours qui catégorisent tout de suite, par exemple, la singularité dans quelque chose de l'ordre de c'est un déni de la castration, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très compliqué quand vous essayez tous les jours de gérer votre angoisse de mort et vous avez quelqu'un en face qui vous dit « mais moi je serai immortel », et ça semble presque possible, quoi. Et du coup, c'est quand même très très désagréable, et donc on a très envie, je pense, tout de suite de lui dire « non, non, tu es fou, c'est pas vrai du tout, on va tous mourir, toi comme moi, parce que moi je l'assume, donc il n'y a pas de raison que toi tu sois immortel. » Et du coup, il faut aussi penser à ça, c'est-à-dire que le fait que ça devienne, alors peut-être pas tout de suite, peut-être jamais, mais que ça semble peut-être réalisable, bah, ça provoque quelque chose aussi chez nous, quoi. Et nos discours sont empreints de ça. Ça veut pas dire que c'est pas un déni de la castration, mais ça veut dire que le dire trop vite, bah, c'est peut-être un manque de symbolisation de notre part à ce moment-là.